Écoutez, bonjour, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux interfaces un peu particulières que sont les notices et autres documents d'accompagnement. Donc, je suis Nicolas Leroy, je vais me présenter un peu plus en détail juste après. Je suis accompagné de Fabien. Je tourne un petit peu la caméra, vas-y, fais coucou. Hop, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, qui va faire un petit peu, qui va gérer les aspects techniques et qui va gérer aussi un peu les questions qui pourraient être posées au cours du webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc toujours la même, pour ceux qui connaissent, hein, c'est toujours la même façon de faire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, en fait, hein. Donc, c'est Fabien qui va regarder ces questions et on y répondra à la fin de la session. Alors, je vais commencer par présenter rapidement l'entreprise et ce concept, et après, on ira directement dans le vif du sujet. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ce concept, donc, on est une société spécialisée en ergonomie des produits de santé, donc principalement les dispositifs médicaux, mais aussi les médicaments ou les dispositifs combinés, hein, les deux sont associés. Et aussi pour d'autres produits de santé qui ne seraient dans aucune des deux autres catégories. Donc au niveau de la prestation, on travaille sur tout type de prestations liées aux facteurs humains et à l'ergonomie. Donc ça va de l'analyse du besoin à l'analyse des risques, la conception et toutes les évaluations qui sont faites au cours de la conception. Donc pour les dispositifs médicaux, ça correspond à l'évaluation formative et sommative. Et on accompagne aussi à la rédaction des documents techniques qui sont mis dans le dossier technique pour le marquage CO notamment. Et donc moi je suis Nicolas Leroy, donc ergonome depuis plus de 20 ans maintenant, et spécialisé dans ce domaine et cofondateur et co-dirigeant de la société Youth Concept. Donc là vous avez quelques photos hein, de nos infrastructures, ou ici notamment les salles de test où sont réalisées ces fameuses évaluations des produits de santé. Alors, maintenant, le sujet qui va nous intéresser, donc c'est tout ce qui est les documents d'accompagnement. Donc, on pense à la notice, mais on verra qu'il y a d'autres types d'accompagnement, enfin de documents qui y sont associés. Donc, on verra déjà ce qu'on entend par notice et autres supports d'information. On fera une petite passe rapide, hein, parce que finalement, on n'a que 40 minutes de présentation. Donc, un petit overview rapide de la réglementation, dispositifs médicaux et médicaments. On fera un petit focus quand même sur les bonnes pratiques de conception. On n'aura pas le temps de tous les voir, mais au moins qu'on voit ce qui, de mon sens, étaient les principales. Et on verra comment concrètement se passe l'évaluation de ces supports d'information. On va commencer par vraiment se poser la question de ces documents d'information. Donc là où je vous ai mis un peu les différents types de supports qu'on peut trouver. Donc vous voyez ici sur la gauche les notices, hein. Là je vous ai mis une notice de tensiomètre. Donc c'est des documents qui peuvent être à la fois très simples, hein, parfois une page ou une demi-page, mais aussi parfois plusieurs centaines de pages. Donc voilà, c'est des instructions d'utilisation. Mais il y a aussi beaucoup d'autres supports qui sont associés à ces informations. Donc vous avez notamment l'étiquette ici avec toutes les informations obligatoires, les petites icônes, hein. Vous avez la carte d'implant qui est à destination des patients eux-mêmes. Vous avez aussi toutes les informations qui peuvent être inscrites ailleurs, hein. Là, vous avez ici un, un packaging primaire. Et donc, vous avez des informations sur la façon d'utiliser le produit qui peuvent être intéressantes parce que c'est là où on est sûr que les utilisateurs y auront accès, même s'ils n'ont pas accès à la notice, même s'ils la lisent. Ça englobe aussi toutes les informations qui sont sur les cartons de transport. Vous voyez ici hein, un carton sur une palette avec des pictogrammes. Et donc, comme il y a des pictogrammes, il y a aussi peut-être des poignées, il y a certains volumes. Ces informations-là sont aussi considérées comme un support de formation, d'information. Vous avez aussi tout ce qui est informations qui peuvent être aussi en ligne hein, dans les logiciels. Vous avez les petits boutons de menu, les petites aides contextuelles. C'est aussi assimilé à ces notions d'information. Et on retrouve aussi donc là tous les sites web. Si votre notice est disponible sur votre site web, et ben en fait le site web et la façon, les différentes pages d'écran qui permettent d'accéder à la notice et de télécharger la bonne version de la notice peut être aussi assimilé à information.
Donc moi, finalement, que c'est un périmètre assez large, hein, j'aurais pu en mettre d'autres, hein. Tout ce qui est inscrit aussi, tous les stickers, hein, qui sont inscrits sur des dispositifs médicaux, peuvent être aussi assimilés à l'information. Parfois, on y met aussi les techniques opératoires. Donc concrètement, hein, moi, en tant qu'ergonome, de base, on est un petit peu méfiant vis-à-vis des notices, parce qu'on considère que c'est parfois un peu la solution de facilité. J'étais un peu réducteur, hein, mais le risque, ça serait de se dire, OK, bon, on sait que l'interface n'est pas très intuitive et pas très ergonomique, c'est pas grave, on va compenser ça par un schéma dans la notice, par un mode opératoire. La logique, ce serait plutôt de faire le dispositif le plus facile d'usage possible, le plus intuitif. Et finalement, la notice devient une barrière supplémentaire, mais ça ne c'est pas censé remplacer une bonne conception d'un produit. Mais ça, on le verra après, ça correspond à d'autres éléments marqués dans les normes. Et puis aussi, on sait qu'il y a aussi alors c'est notamment le facteur humain, hein. Est-ce que les gens lisent les notices? Et ça, on sait que c'est pas toujours aussi simple en fait, hein. Là, si on prend une étude, hein, qui avait été faite par l'Institut Pasteur, donc 43% des Français lisent la notice, en tout cas déclarent lors de ce sondage lire la notice. 33% disent ne jamais la lire ou très peu, et 24% disent la lire de façon occasionnelle. Et en plus, nous, ce qu'on constate, hein, notamment quand on réalise des tests utilisateurs, hein, sur ces supports-là, c'est que même quand les personnes les lisent, il y a rarement il y a finalement peu de personnes qui les lisent intégralement. En général, on lit partiellement, on la lit un peu en diagonale, on essaie toujours de fonctionner un peu à l'économie. Et quand le lecteur a l'impression d'avoir trouvé l'information, bah, il s'arrête de lire et voilà, finalement, il la pose sur le côté, il utilise le dispositif. Voilà, on sait que finalement, ça ne peut être qu'une aide partielle en fait, hein, par rapport à l'usage. Il y a aussi une autre étude qui a fait beaucoup de bruit, qui est très intéressante, qui a été faite en 2016 sur l'intuitivité des icônes, notamment les icônes obligatoires, hein, que vous retrouvez sur les notices ou sur les packaging de dispositifs médicaux. Et on voit qu'en fonction, il y a certaines icônes qui sont comprises. Alors, c'est des tests qui ont été faits, des tests de compréhension qui ont été faits sur des professionnels de santé, donc infirmiers, médecins. Certaines notices sont comprises par quasiment l'intégralité des utilisateurs. Par contre, certaines notices, certains pictos, pardon, sont compris par très peu de personnes, voire par personne. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se dire que c'est pas parce que vous avez mis dans votre notice ou packaging les pictogrammes obligatoires que vous êtes protégé et que vous n'avez pas besoin de faire d'autres investigations supplémentaires. Alors, ce qui peut être intéressant, je vais mettre à contribution mon collègue, hein. Je vais lui demander de me donner certaines significations. Donc, si je te montre celle-là, par exemple, qu'est-ce que tu comprends de ça? Et il n'est pas au courant, on n'a pas préparé. Voilà, c'est pas préparé du tout. Je dirais que c'est bah, du coup, comme son nom l'indique, un emballage stérile. Donc que le dispositif doit être, j'imagine peut-être après jeté dans un endroit spécifique. Ok, bah, ça veut dire qu'en fait, alors, je précise, Fabien n'est pas professionnel de santé, ça veut dire qu'il est stérilisé. C'est-à-dire que, Ok. normalement, dans le produit à l'intérieur est censé être stérile. Donc, il a été compris par 94% des utilisateurs. Là, si je te montre celui-là, le 2 barré, qui a été compris par 45% des pros, Ah, ça, c'est ne pas réutiliser, je crois. C'est pas ça. c'est un peu ça. C'est pas C'est presque ça. utilisation unique, c'est ça? C'est ça, c'est usage Ok, unique. usage unique, ouais. Voilà, ah, c'est bon. Et si je te montre celui-là, alors un peu plus compliqué, c'était compris par 5% des utilisateurs. Alors, il faut boire 20 millilitres d'eau par jour. Euh, Non, celui-là, je dirais que c'est peut-être un dosage, mais après, non, moi j'ai regardé. En fait, ça veut dire que chaque goutte du produit, contient 20 millilitres. enfin, C'est ça? non, dans 1 millilitre, ça correspond à 20 gouttes. D'accord, ah, ok, ok. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, donc C'est un peu trompeur, du coup, le 20 suivi de millilitres. effectivement, on peut critiquer. Après, est-ce qu'on a mieux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des pictos obligatoires, mais c'est pas parce que les pictos sont obligatoires qu'ils sont compris par tout le monde. Donc, voilà. Donc, on introduit ici la notion de point de vue utilisateur, et l'idée, c'est que s'assurer que ce qu'on a conçu en support d'information est compris par les personnes qui vont le lire. Donc, autre exemple, hein, notamment issu d'une ancienne étude, mais qui était citée par la FDA. Donc là, c'est un schéma qui était dans une notice pour des patchs. Et en fait, le risque, donc l'utilisateur devait poser un patch sur un des endroits décrits. Et en fait, le risque, c'est que les personnes lisent en diagonale
et en fait se trompe et pose autant de patchs qu'il y a de zones présentes sur le schéma. Donc l'erreur, ça serait de poser 8 patchs au lieu d'un seul. Donc ça a été modifié. Donc là, ici, ce qu'on voit, les bonnes pratiques, hein, c'est que le warning a été mis, enfin, le mode opérateur a été inscrit juste au-dessus. Et là, il y a un schéma qui est beaucoup plus clair, qui évite à l'utilisateur de mal comprendre le schéma et de faire une erreur dans l'application. Maintenant, si on s'intéresse à l'aspect un peu réglementaire, donc on va commencer par les dispositifs médicaux. Donc là, je vous ai mis quelques extraits hein, du règlement. Donc, les indications figurant sur l'étiquette sont indélébiles, donc on parle de durabilité des labels, mais ils sont aussi facilement lisibles, clairement compréhensibles pour le patient ou l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. Donc, on voit bien c'est pas, il ne faut pas se contenter de mettre l'information, il faut aussi s'assurer que bah, finalement l'information est bien détectée et bien comprise en fait. Donc, il détaille un petit peu ces informations-là, notamment dans l'annexe 1. Donc, le support, le format, le contenu, la visibilité, l'emplacement, l'étiquette de la notice sont adaptés au dispositif et aux connaissances techniques, à l'utilisateur et au niveau d'éducation des utilisateurs auxquels le produit est destiné. Donc, ça doit être rédigé dans des termes faciles à comprendre. Et s'il le faut, il faut compléter par des dessins et des graphiques. Donc là, on retrouve un peu, alors, on retrouve la démarche Ergo classique hein, d'une certaine manière. Il faut identifier les utilisateurs, quelles sont leurs connaissances, quelles sont leurs limites aussi, et faire en sorte que bah, la notice, qui finalement est une interface utilisateur, bah, soit rédigée dans des termes faciles à comprendre et faciles à interpréter, et qu'on verra plus tard, hein, permettre d'avoir une utilisation correcte du produit, donc sans faire d'erreur d'utilisation. Donc, si on prend le point de vue de la norme 62-366, hein, qui donne présomption de conformité pour les exigences hein, du règlement pour les dispositifs médicaux. Euh, donc là, déjà pour le niveau de la conception, on voit que les informations relatives à la sécurité sont inscrites dans comme un des moyens de mesure de maîtrise lors de la conception, mais on voit que c'est comme le moins efficace. Le plus efficace, ça reste la conception. Après, entre deux, donc c'est les mesures de protection. Et enfin, les informations qui sont importantes, mais qui sont considérées comme le niveau le moins efficace pour maîtriser les risques. Et enfin, la norme indique hein, donc, que si les informations sont utilisées comme une mesure de maîtrise du risque, donc le fabricant doit soumettre ces informations au processus d'ingénierie d'aptitude. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une interface utilisateur et qu'il faut l'insérer dans toutes les étapes, donc de l'analyse des risques, spécification, conception et évaluation. Et c'est là où on retrouve les trois étapes qu'on détaillera un petit peu juste après, par rapport notamment à l'évaluation. La norme vous indique qu'il faut s'assurer que les informations sont perceptibles, donc c'est-à-dire que l'utilisateur les voit, les détecte. On a beau avoir un très beau schéma, si personne ne le trouve, personne ne le voit, ça ne sert à rien. Une fois que l'interface, enfin l'information est détectée, ben, il faut qu'elle soit compréhensible, donc dans des termes simples, avec un schéma clair, facile à interpréter. Et enfin, le dernier niveau, finalement, c'est le niveau le plus important, hein. Mais il faut que les deux au-dessus soient bons. Il faut que ça aide à l'utilisation correcte du dispositif médical. Donc finalement, ce qui est le juge de paix, c'est de dire est-ce que l'utilisateur, quand il a détecté, quand il a vu ces informations, est-ce qu'il arrive à avoir le bon comportement, le comportement qui est attendu, et ne pas faire d'erreur d'utilisation. Le risque, hein, c'est qu'on est là, le sujet nous dise oui, bah, c'est bon, j'ai vu le schéma, je l'ai compris. Et en fait, il a l'impression d'avoir compris et qu'on lui demande de vraiment faire l'action, ben, en fait, on se rend compte qu'il le fait de travers parce que finalement, il n'a pas vraiment compris, en tout cas pas suffisamment, pour pouvoir avoir le comportement attendu. Donc, si on regarde maintenant l'aspect médicament, non, pardon, SSCP, qui est le résumé des informations cliniques, hein, en résumé. Donc, on a à peu près la même problématique, hein, sauf que ce n'est pas directement dans le dispositif médical. Donc, ça doit être rédigé de façon claire et que ça doit être compatible avec le niveau de connaissance du lecteur. Et ils disent qu'il est recommandé de tester la lisibilité par des patients notamment par des utilisateurs profanes, donc qui ne sont pas des professionnels de santé, pour s'assurer que la façon dont ça a été rédigé, la mise en page, le contenu est suffisamment bien fait en fait pour que ça soit compris par ces utilisateurs-là, par ces lecteurs-là. Donc là, ce sont des éléments décrits dans le MDCG de 2019-9.
Et enfin, on va terminer sur la partie médicaments. Donc, les documents sources sont différents, mais on voit que finalement, c'est toujours la même logique hein, qu'on retrouve. Hein. C'est avoir des documents clairs et faciles à lire et qui s'adaptent aussi aux caractéristiques des utilisateurs. Donc, est-ce que c'est facile à lire sur le packaging et sur la notice? Et est-ce que c'est facile à comprendre? Donc, le document ici, donc là, c'est le Guidelines de 2009. Donc, le document présente deux parties, hein, des informations sur la façon dont les notices doivent être rédigées, donc des bonnes pratiques que je vous présenterai, en tout cas certaines juste après. Et aussi des informations sur la façon dont ça doit être évalué, notamment, alors ça se rapproche hein, des tests utilisateurs hein, qu'on fait en dispositif médical. On détaillera ça dans la dernière partie de la présentation. En tout cas, il y a toujours cette problématique de adapter aux besoins et vérifier hein, lors de tests que finalement ce qui a été conçu bah, est efficace et c'est vraiment compris par les personnes. Alors, quelques bonnes pratiques hein, de conception de ces fameux supports. Donc, quand ça sera des contre-exemples, donc ça sera un pouce vers le bas et quand ça sera un plutôt bon exemple, le pouce vers le haut. Donc là, ouais, on voit tout de suite hein, ici que, en théorie, j'aurais même pas besoin de mettre de pouce, hein, ça se voit assez bien. Ouais, une notice de tensiomètre, là, quand on voit ça, on n'a même pas envie de lire. C'est que du texte qui a la fois la queue le, il n'y a pas de schéma, pas de puce. Déjà, ça démoralise, on n'a pas envie de s'y mettre. Et puis après, bah, l'appropriation est plus compliquée. Là, un bon exemple, hein, donc ça, vous avez certainement reconnu, hein, donc c'est la notice de la Wii, donc de la société Nintendo. Donc Nintendo est notamment connu hein, pour faire des notices d'utilisation très imagées, très bien faites et très faciles à comprendre. Et ça aide à utiliser l'outil, d'autant plus que l'outil de base est déjà avec une très bonne ergonomie. Donc là, on a vraiment une très bonne ergonomie et une notice qui est très claire. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour que l'usage soit le plus adapté, le plus fluide possible. Alors maintenant, je vais défiler quelques bonnes pratiques. Donc déjà, si vous pouvez insérer, enfin la bonne pratique, c'est d'insérer un sommaire. Bien identifier les titres, donc que les titres soient bien identifiés des paragraphes en eux-mêmes, hein, plus grands, avec éventuellement une police plus grasse pour que ça soit bien plus saillant. Utiliser des plans types, donc là en fonction des types de supports, hein, ça ne sera pas les mêmes. Hein. Là, je vous ai juste mis un exemple des plans types qui sont référencés pour les notices de médicaments. Globalement, ne pas couper les informations en bas de page. En fait, si vous avez un tableau ou une liste de puces, évitez de faire cette liste de puces à cheval sur deux pages. Le risque, ça serait que la personne lise et elle a l'impression que la liste soit terminée parce qu'on arrive en bas de page et en fait, le reste de l'information se trouve au verso. Alors, concernant les tailles de police, donc ça, c'est où le choix des polices, c'est toujours une information qui n'est pas simple en fait. Et on sait qu'il y a parfois des contraintes hein, techniques. Et la tendance, ça serait, parce qu'il y a de plus en plus d'informations à rajouter, de diminuer la taille de la police pour que ça continue à tenir dans l'espace prévu. Alors qu'il y a quand même des éléments à respecter. Notamment, première chose, c'est de prendre une notice sans empattement. Donc en fait, l'empattement ici, c'est ce que vous retrouvez parfois dans ce type de police. Donc là, privilégier une police toute simple, sans empattement, qui est globalement plus facile à lire. Éviter les polices qui permettent d'avoir des confusions. Donc entre le L minuscule, le I majuscule, le L minuscule, le I, le 1, voilà. Donc on sait qu'il peut y avoir des confusions. Donc soyez attentifs à ça. Éviter les majuscules ou l'italique. Donc tout à l'heure, je dis majuscule pour les titres, non, enfin pour le gras, mais ça peut être bien, mais les majuscules sont globalement plus compliqués à lire. Et l'italique, c'est pareil. Hein. En général, on conserve l'italique juste quand c'est du latin. Mais pour le texte normal, c'est à proscrire. Et, faites attention au contraste, notamment l'idéal, bah, c'est police noire sur fond blanc. Là, vous avez le contraste idéal. Le contraste conforme, mais évitez d'avoir des images ou une texture sur le fond. Au niveau de la taille, donc là, sur le guidelines que je vous ai présenté hein, sur les médicaments, qui est ce guidelines-là, ce qui est dit, c'est pour l'équivalent du Tabus Neuroman, donc c'est d'avoir une police de 9 points, donc minimum. On retrouve d'autres éléments dans l'ANSI-AMI, donc le guide de la FDA pour les dispositifs médicaux, lui présente un minimum de 6 points, mais vraiment considéré comme le minimum du minimum. Mais si vous voulez avoir une lecture confortable, on est plutôt à 9 points. Au niveau de la mise en page, l'interligne doit être minimum de 3 mm pardon, entre les différentes lignes.
Ne pas justifier le texte, donc c'est-à-dire avoir, surtout quand c'est des colonnes assez peu larges finalement, et aligner à gauche. Donc là, donc un contre-exemple, hein, on voit ici, il y a une petite pièce, on voit la taille du doigt. La police est marquée avec une taille très basse en fait, hein. Donc ça peut être extrêmement compliqué à lire. Alors effectivement, plus vous êtes âgé, plus vous avez une vue qui baisse, bah, plus c'est compliqué. Mais on s'aperçoit aussi que même si c'est compliqué pour les personnes âgées, c'est aussi pénible pour les personnes plus jeunes. Donc là, et vraiment éviter de descendre en dessous de ce qui est vraiment recommandé dans les guides ici. Là, un bon exemple, hein, vous voyez ici, avec un Ataline qui est vraiment confortable, une taille, bon là c'est un peu réduit, mais c'est sur un format A5, la taille de police est très bonne, et le texte est bien aéré, avec des puces, avec des numéros 1, 2, 3, voilà, ça c'est quelque chose qui est plutôt efficace dans la lecture. Au niveau de la syntaxe, donc forcément, c'est ce qu'on voit déjà dans les différents éléments hein, dans le réglementaire que je vous ai mis juste avant, donc il faut un vocabulaire adapté aux capacités des lecteurs. Forcément, vous n'allez pas mettre la même, les mêmes informations, les mêmes termes si vous vous adressez à des médecins, des chirurgiens ou si vous vous adressez à des patients. Il faut faire des phrases courtes avec une syntaxe simple. Il faut privilégier les puces en essayant idéalement de ne pas dépasser plus de 6 puces. Après, ça commence à devenir plus complexe, mais voilà, privilégier des puces et écrire à la voix active. Donc là, ici, le bon exemple, c'est prenez 2 tablettes. Ce qui serait pas bon, c'est 2 tablettes doivent être prises. Donc là, ce sont des phrases qui sont un peu plus compliquées à lire. Globalement, souvent, la bonne pratique, c'est que la puce commence par un verbe d'action. Ici, bah, prenez, insérez, placez, etc. Évitez de mettre aussi des phrases sur les choses à ne pas faire. Ne pas injecter par voie intraveineuse. Donc, sauf si c'est vraiment un risque très connu, très clair. Voilà, donc là, on évite de marquer ça parce que ça a tendance, globalement, en voulant bien faire, on a tendance à vouloir aller alourdir pardon, la notice d'utilisation. Au niveau du papier, donc c'est d'éviter le papier trop fin, donc surtout pour les textes avec des petites lettres, parce que là, forcément, ça rend la lecture plus compliquée. Et également éviter le papier brillant. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve plutôt sur les packaging. Donc là, s'il y a une pellicule brillante sur le produit, voilà, la lecture peut être un peu plus compliquée. Et souvent, on s'aperçoit, c'est quand il y a une combinaison de mauvais choix de conception, c'est l'aspect cumulatif hein, qui rend vraiment la chose très compliquée. Si c'est marqué en petit, avec des sans puces, avec un texte très condensé, avec des termes peu clairs, avec un papier brillant, là vraiment, là, ça devient très très compliqué pour le lecteur. Autre bonne pratique, donc ça, de mettre un zéro avant la virgule, mais pas après la virgule. Donc l'idéal, c'est par exemple 0,5, éviter le virgule 5 ou le 0,50. Voilà. L'idée, c'est d'optimiser au plus mieux la présentation. Insérer les avertissements à un endroit que les utilisateurs sont sûrs de voir. Donc, vous souvenez-vous, je vous ai montré le packaging primaire avec quelques instructions. Là, finalement, c'est le seul endroit où on est à peu près sûr que l'utilisateur va voir l'information parce qu'il l'aura sous les yeux au moment d'ouvrir le blister. Donc là, si on parle de hiérarchie d'informations, assurez-vous qu'au moins pour les informations les plus importantes, elles soient mises sur le packaging primaire ou secondaire. Comme on sait qu'il y a une partie des utilisateurs qui ne lisent pas les notices, voilà, ayez ça en tête. Si vous avez des avertissements, la bonne pratique, c'est de le mettre avant la procédure. Parce que le risque, c'est que la personne fasse la procédure et voit après, ah bah attention, bah, il fallait pas faire ça, bah, trop tard, c'est déjà fait. Voilà. Là, c'est vraiment juste avant le mode opératoire. Indiquer les différentes étapes dans l'ordre, pas forcément, hein, donc alors ça paraît logique quand je le dis comme ça, mais en fait, parfois, on voit des notices qui sont rédigées avec le point de vue plutôt concepteur. On peut réfléchir au module. Alors que la bonne pratique, c'est plutôt de rédiger avec le point de vue de l'utilisateur et on lui indique les différentes étapes que lui aura à réaliser. On se met à sa place et on fait en sorte que la notice soit pratique à utiliser pour lui au jour le jour. Pour les illustrations, l'idée, c'est de mettre l'idéal, c'est d'avoir des illustrations mode drawing, hein, donc c'est en dessin un peu filaire. Bon, c'est ce qu'on a vu dans la notice de Nintendo et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, toujours pareil, hein, le contre-exemple à gauche, vous voyez ici, c'est que des gros pavés de texte. Alors, il y a des puces, hein, mais les puces, elles sont au kilomètre, il n'y a aucun schéma. Donc, déjà, on n'a pas envie de lire. Et même quand on le lit,
Voilà, c'est assez laborieux et là, le risque du coup de mauvaise compréhension ou d'abandon, il est quand même beaucoup plus fort. Là, vous le retrouvez ici, notamment bah, ici dans les deux bons exemples, hein, des schémas en mode drawing, hein, donc c'est une version un peu illustrée en mode simplifié, ce qui rend le plus facilement enfin, la lecture plus facile. Et donc là, on voit, c'est pour ici un test Covid, hein. Donc là, on a vraiment tout ce qui va bien. Donc on a des étapes très claires avec un, 2, 3, 4, 5, 6, avec un dessin très épuré, avec un texte juste à côté de l'illustration. Donc là, ce sont des illustrations assez efficaces et qui aident concrètement l'utilisateur à avoir le bon comportement et à ne pas faire d'erreur d'utilisation. Donc, on retrouve l'équivalent pour une notice de tensiomètre, hein. Vous avez les dessins en mode drawing, des dessins assez grands, assez clairs, et qui sont vraiment mis juste à côté, juste en dessous, juste à côté des étapes marquées en texte. En fait, vraiment, ce qui est efficace, hein, et ça, c'est ce qu'on voit aussi nous au jour le jour, hein, pendant nos évaluations, c'est un texte et juste à côté d'un schéma. Le schéma seul, on peut avoir une incompréhension, on peut avoir un doute. Pareil pour le texte seul. Quand vous avez les deux, là vraiment l'incertitude est comme très très faible et en général les gens ont le bon comportement. Et enfin, bah, là aussi un très bon exemple hein, qui suit du site de Sorgroup, hein. Donc c'est si vous avez un mode opératoire, si vous ne devez en marquer qu'un seul, bah, c'est celui-là. Et là, c'est ce qu'on voit à l'ouverture du packaging. Donc on est sûr qu'au moins les utilisateurs verront cette étape et on est à peu près sûr qu'ils l'auront vu et compris le mode opératoire. Enfin, là, pour les dispositifs qui ont une gamme avec plusieurs versions, donc ici vous trouvez paracétamol hein, avec 1 gramme ou 500 milligrammes. Donc, vous savez, le même produit, la même molécule, la notice est quasiment la même, sauf qu'il y a quand même un dosage qui est différent. Donc là, il faut qu'on reconnaisse le produit, mais qu'en même temps, on voit que c'est pas le même produit. Donc là, pour ici, c'est plutôt un bon exemple hein, de reconnaître que c'est le même produit, mais il y a comme le code couleur qui change, et on voit aussi que l'information pertinente, donc le dosage, est marqué en très grand, avec une couleur saillante et en plein milieu du packaging. Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal et on a le risque de se tromper. Alors, il existe toujours, hein, mais il est quand même relativement faible. En tout cas, le packaging est plutôt efficace par rapport à ça. Et là, contre-exemple, hein, donc là, c'est deux sprays. Donc, c'est une marque américaine, hein. Donc, à gauche, vous voyez un spray c'est un insecticide. Et là, à droite, c'est un spray qui permet de mettre de la graisse sur vos poêles pour faire la cuisine que vous allez ingérer. Et on peut imaginer que ces deux dispositifs, ces deux produits soient dans la même pièce. Et là, le risque quand même, c'est que, alors, effectivement, il y a des schémas, l'illustration qui est assez différente, mais il aurait fallu au moins avoir un code couleur différent, parce que là, le risque d'erreur est quand même relativement important. Erreur de confusion. Voilà, donc on a fait la deuxième partie, donc on a fait réglementaire pour une partie de conception, hein, un peu au pas de course, hein, je vous ai cité les principales, et maintenant on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'évaluation. Donc une évaluation auquel on ne pense pas forcément, en tout cas on ne l'appelle pas telle quelle, même si on le fait peut-être un peu, c'est ce qu'on appelle l'audit expert. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est que vous avez un premier jet d'informations, que ça peut être notice, paquet, quick start ou notice passion, enfin tout ce que vous voulez. Donc l'idée c'est de pouvoir faire un audit expert. Donc vous allez demander à plusieurs personnes indépendantes. Donc juste Conseil peut le faire, mais vous pouvez aussi demander à vos collègues hein, de challenger finalement ces interfaces. Donc là, ça implique plusieurs évaluateurs. Et finalement, pour que ça soit efficace, on combine à la fois les bonnes pratiques de conception, notamment ici pour les notices. On regarde ça, on met ça en relation avec les différents cas d'usage du produit. Est-ce que c'est utilisé à l'hôpital, au domicile, en mode nomade ou dans un service de soins, etc. Et si c'est un dispositif médical, donc on peut aussi mettre ça en relation avec l'analyse des risques et de vérifier par rapport aux risques déjà identifiés, est-ce que l'interface est efficace ou est-ce qu'il y a encore des pistes d'amélioration. Donc juste une illustration d'une évaluation qu'on avait faite il y a quelques mois. Donc voilà première version de la notice. Donc là, on a pas mal de défauts. Donc c'est un texte, il n'y a pas d'illustration, c'est justifié. Donc voilà, ce qui rend la lecture assez complexe. Et là, une contre-proposition, alors qu'après, il faut le mettre en mode drawing, hein. Donc, c'est des textes courts qui sont mis juste à côté de l'illustration avec les choses à pas, les choses à faire, les choses à ne pas faire, voilà, pour éviter toutes les erreurs d'utilisation. Donc, maintenant, je vous parle un petit peu des tests utilisateurs. Donc, c'est la méthode considérée comme la plus efficace hein, pour évaluer
ces supports, hein, que ça soit dispositif médical, SSCP ou médicament. Donc là, pour détailler un petit, on retrouve la notion de PCA, hein, qui va être mise dans les tests, hein, donc perception, cognition, action, qu'on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, les trois étapes. Est-ce que l'utilisateur a vu l'information? Est-ce qu'il l'a comprise? Et est-ce que ça lui a permis d'avoir une utilisation correcte du produit? Donc c'est important de bien remettre ces trois étapes-là dans votre évaluation. Finalement, vous avez, alors pour les DM, c'est une obligation réglementaire, hein, vous devez vous assurer qu'à chaque fois, si c'est une mesure de maîtrise, que ces trois niveaux ont été évalués. Le risque, ça serait par exemple de dire, voilà, bah, l'utilisateur l'a perçu, ou il l'a lu, mais finalement, de ne pas aller plus loin, il faut vous assurer que, bah, OK, il l'a lu, il dit l'avoir compris, mais est-ce que concrètement, quand il agit, est-ce qu'il a le bon comportement? Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour vraiment aller jusqu'au bout du process. Alors, vous devez créer le protocole de test utilisateur. Alors, test utilisateur ou test de lisibilité, hein, on peut lui donner plusieurs noms. Donc, si vous devez évaluer un dispositif médical, bah, il faut sélectionner les risques pour l'évaluation somatique. Donc, ça, c'est la mécanique globale, hein. Vous avez décrit des risques au sens de la 14 1971. Vous sélectionnez une partie des risques et certains sont maîtrisés par la notice. Donc, dans le protocole, vous décrivez la méthode. Les bonnes pratiques, c'est 15 utilisateurs par profil utilisateur. Donc, si vous avez un seul profil, c'est 15. Si vous avez par exemple un profil pro de santé, un profil patient, bah, vous avez 2 fois 15. Et donc, le protocole est un livrable qui est considéré comme obligatoire par rapport à la 62-366. Si ça indique médicament, donc dans la mise en œuvre, finalement, c'est assez proche. Il y a quelques petites subtilités notamment dans la documentation. Donc là, il n'y a pas l'équivalent d'analyse de risque. Donc là, il faut juste déterminer quelles sont les informations que vous jugez importantes et que vous voulez évaluer lors de l'évaluation. Donc c'est un peu la même. Alors, c'est pas lié à l'analyse de risque, mais c'est un peu le même esprit finalement. Quelles sont les informations importantes qui, si elles sont mal comprises, provoquent des dommages? Vous les listez et vous assurez que bah, les gens le comprennent bien, la détectent et le comprennent bien lors de l'évaluation. Au niveau des médicaments, là, c'est 20 utilisateurs qui sont requis. Et il est recommandé de définir un seuil d'acceptation. Alors, c'est le 90, c'est ce qui est recommandé de base. Donc, c'est-à-dire que vous dites, voilà, si vous testez 20 utilisateurs, s'il y a une information que vous jugez importante, bah, il faut que sur les 20, il y en a au moins 16 qui détectent et qui comprennent l'information. Et si ce n'est pas le cas, non, 18, pardon, je dis une bêtise, donc 18, 90% de 20. Et donc, si ce n'est pas le cas, bah, vous devez remodifier l'interface et retester à nouveau pour s'assurer que finalement ça correspond à vos attentes. Alors, maintenant, pour dérouler un petit peu comment se passe l'évaluation, bah, déjà, il faut définir les profils des utilisateurs qui seront décrits dans de votre protocole et après, bah, il faudra les recruter. Donc, qui sont les utilisateurs finaux, quelles sont les personnes qui vont être amenées à consulter les informations sur le packaging ou sur la notice. Alors, la bonne pratique, c'est de définir les critères discriminants. Donc, quelles sont les caractéristiques des sujets qui vont avoir un impact sur la lecture. Donc, ça peut être une tranche d'âge. Si c'est des médicaments, par exemple, qui sont plutôt destinés à des personnes âgées, bah, vous allez recruter plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Voilà. L'idée, c'est d'avoir ce type de découpage, de critères de recrutement. Le sexe, est-ce que le sexe a une importance ou pas? Parfois, c'est pas le cas, hein. Si vous estimez que voilà, il y a autant d'hommes que de femmes et qu'il n'y a pas d'importance, ça peut être que ça, il n'y a pas de critères particuliers. Si vous estimez que c'est plutôt des femmes qui ont ce type qui utilisent ce type de produit, bah, faut recruter plus de femmes ou inversement. CSP, donc c'est catégorie socio-professionnelle. L'idée, c'est de se dire que bah, tout type de catégorie sociale, enfin, ce qu'il y a derrière ça, c'est tout type de niveau, hein, niveau d'études ou niveau de compréhension. Vous avez plusieurs niveaux qui vont être amenés à utiliser les informations, à lire les informations. Donc, il faut avoir aussi un screening par rapport à ça. L'idée, c'est que, par exemple, de prendre un tiers de personnes qui n'ont pas le bac, par exemple, un tiers qui ont le bac ou plus, et un tiers qui ont fait des études supérieures. L'idée, c'est de ne pas être non plus trop dans l'extrême. Si vous prenez que des bac plus 5 ou bac plus 8, ça ne va pas être représentatif. Et inversement, si vous prenez que des personnes avec un très faible niveau, ça ne sera pas représentatif non plus.
Quelle est la profession? Est-ce qu'ils ont une pathologie particulière, etc. Enfin, l'idée, c'est toujours de se poser la question de quelles sont les caractéristiques utilisateurs qui ont un impact. Et là, vous essayez de faire un échantillonnage. C'est un peu comme, comme dans les sondages d'opinion, hein. Avant une élection, par exemple, là, on prend tous les types toutes les strates de la population. Ben là, c'est un peu le même esprit avec ces documents-là. Attention à anticiper, hein, notamment pour le recrutement. Parfois, ce sont des profils qui sont rares ou peu disponibles, hein. Si c'est une outil à destination des chirurgiens, bah voilà, ça, on sait que le temps de recrutement va être plus important, ça va être plus compliqué à les trouver, donc il faut anticiper. Il faut faire des déclarations au CNOM, la déclaration de loi de transparence, autorisation de cumul, etc. Voilà, donc il y a tout un tas de précautions à prendre. Donc là, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. On a fait un webinaire sur ça il y a quelques mois. Donc vous aurez des informations beaucoup plus détaillées par rapport à ces obligations. Une fois que le protocole est rédigé, bah, il faut le valider. Donc vous pouvez faire des pré-tests, hein, notamment à l'aide d'un compère ou de quelques sujets cobayes, et vous assurer que bah, le protocole que vous avez mis en place est efficace, hein, permet de valider ça correctement. Vous anticipez les biais. Il ne faut pas qu'il y ait des consignes trop longues, pas que ça soit trop facile, pas que ça soit trop difficile non plus. Et le pré-test bah, vous permet aussi de prendre en main le protocole, hein, pour l'évaluateur et de valider les aspects logistiques, angle de caméra et ainsi de suite. Après, il faut réaliser les passations. Donc, les passations, bah, c'est un sujet à la fois. Il faut suivre les consignes, hein, décrites dans le protocole. Si jamais le sujet ne comprend pas, on reformule. On n'aide pas les sujets. En tout cas, si vous vous aidez, c'est-à-dire que vous considérez que le sujet est en échec. Et donc là, vous êtes obligé de compter comme échec dans l'analyse des résultats. Il faut être silencieux, il faut noter les difficultés, faire un débriefing, et ainsi de suite. Donc là, je passe rapidement. Encore une fois, on a fait un webinaire vraiment dédié à cette partie-là il y a quelques mois. C'est pareil. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. Les difficultés qu'on rencontre parfois, donc les sujets ne correspondent pas à la cible, hein, ça peut arriver. Donc ça peut être un problème de recrutement, le sujet a menti ou pour avoir l'argent, etc. Donc il faut être comme attentif à ça. Si c'est le cas, il faut recruter un sujet en plus. Attention à ce que le sujet ne se mette pas en danger. Donc bon, si c'est une notice seule, bon, il y a peu de risques. Si c'est une notice, elle va accompagner d'un produit qui peut provoquer un écrasement des doigts ou autre. Donc là, il faut être très attentif à ne pas blesser le sujet et à l'arrêter avant qu'il fasse vraiment un incident. Parfois, le sujet peut être de mauvaise foi. Ça peut arriver, hein, notamment si le sujet est en échec et qu'il a une très haute estime de lui, ce qui peut être le cas, alors, pas tous, hein, mais ça peut être le cas des chirurgiens, par exemple. Donc, attention à anticiper cet aspect-là et à prendre du recul par rapport à ce que parfois il dit. Parfois, le sujet peut être trop long. Donc, si vous pouvez mettre notamment des variables de temps. Vous pouvez dire, par exemple, si le sujet met plus de 2 minutes à trouver l'information, bah, vous considérez que c'est un échec. Parce que dans la vraie vie, il n'aurait peut-être pas attendu 2 minutes, ou alors vous estimez que 2 minutes pour trouver une information importante, c'est trop. De toute façon, c'est considéré comme pas acceptable. Et enfin, donc quand vous avez terminé, bah, en fait, il faut analyser les résultats. Donc, ce qui est calculé souvent, c'est le taux de réussite, d'échec, analyser le PCA, la fameuse perception, cognition, action, à quel endroit il y a eu des difficultés, ça peut être le temps de réalisation, le fait d'avoir eu des difficultés. Il faut vraiment aussi se mettre du point de vue du sujet. Et si l'utilisateur a eu une difficulté, n'a pas réussi à trouver l'information, ne l'a pas comprise, bah, il faut le faire verbaliser, analyser des données ce qu'on appelle qualitatives, afin de vraiment voir pourquoi il n'a pas compris et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, notamment dans le support pour éviter ces échecs. Après, il faut synthétiser, partager les informations, notamment quand vous êtes en cours de conception, éventuellement faire un petit best-of en vidéo pour partager aux collègues des difficultés qu'ont pu rencontrer les utilisateurs. Et là, enfin, la dernière question, c'est décider est-ce que vous avez des modifications à apporter ou pas à la notice ou aux différents supports. Et après, si vous avez modifié... Alors attention, hein, si vous modifiez ces informations, vous vous exposez au risque de devoir refaire une évaluation. Donc soyez comme un peu prudent par rapport à ça. En théorie, hein, si on suit les modèles théoriques, une fois que vous avez validé, enfin fait l'évaluation d'une notice, si vous apportez une modification substantielle associée à un risque ou qui modifie de façon relativement importante une phrase, vous êtes censé réévaluer. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de trop faire de modifications après la validation, parce que dans quel cas vous serez obligé de refaire une validation.
Et la question après, c'est est-ce que vous pouvez le mettre en l'état sur le marché ou est-ce que ça nécessite de modifications, en fait, tout simplement. Voilà, je regarde le timing, bah, il est 40, j'ai respecté le truc. Alors juste pour le fun, hein, je vais refaire un petit test auprès de mon collègue, hein, Fabien. Donc là, je te présente une notice du paracétamol. Et si je te pose la question, quelle est la dose maximale par jour, est-ce que tu peux me le trouver? Ça, bon, là, on va simuler un petit peu un test utilisateur. Alors, je te laisse la souris. Est-ce que tu peux me dire quelle est la dose maximale par jour pour du paracétamol? Alors, je vais lire attentivement la notice déjà. T'es pas obligé de tout lire, hein, après tu peux. Alors pour un adulte, hein. Alors, bah, déjà, faut pas dépasser 4 grammes. Ouais. Ok. Donc bah, là, tu as répondu à la Après, question, c'est la dose par jour, c'est 4 ok. grammes maximal. Après, j'avoue que quand c'est une notice numérique comme ça, j'aurais tendance à faire une recherche directement avec Tu aurais pu le faire. Ctrl F. Mais Voilà, donc là c'est juste pour un exemple. Alors c'est pareil, encore, Fabien n'était pas au courant, il a pas, c'était une surprise. Donc il a trouvé l'information. Donc là, il a trouvé, on lui fait verbaliser combien de temps prend par jour. 4 grammes maximum. Et donc après, on peut discuter. L'idée, c'est de le faire sur les 10, 15 informations. En général, c'est entre 10 et 15 informations qu'on recherche. Et notamment, certaines sont plus complexes. Et après, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des verbes, si notamment en cas d'échec ou difficulté, comment on pourrait éventuellement améliorer cette interface. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc maintenant, je me tourne vers Fabien. D'ailleurs, j'ai plein à te demander là, parce qu'il y a des questions particulières. bah, on a deux premières questions. Déjà, on a Nathalie. Bah, donc déjà, bonjour Nathalie, qui se demande si on peut faire un peu un deux en un, d'évaluer la notice en même temps que l'évaluation du produit. Pour un médicament ou pour un dispositif médical? Alors, elle n'a pas Alors, précisé, mais en tout cas, mais peu importe, la réponse est oui. Et c'est ce qui se fait dans la quasi-majorité des cas, en fait, hein. D'une certaine manière, un délai. l'utilisateur, il voit pas la différence, hein. Finalement, la notice fait partie du dispositif, fait partie de l'interface. Donc, il n'y a pas de nécessité de faire des évaluations séparées. Vous allez sélectionner vos risques pour l'évaluation sommative. Il y a des risques qui sont maîtrisés par la notice. Alors, certains partiellement, parce que, il y a peut-être d'autres moyens de mesure de maîtrise. Certains ne seront maîtrisés que par la notice, si c'est la dose maximale par jour, par exemple, à part dans la notice, vous n'avez pas d'autre moyen de la trouver. Donc, effectivement, oui, la réponse est oui, vous faites l'évaluation globale en même temps. Ok. Et on a Ricardo qui demande, est-ce que on doit définir les parties appliquées dans la notice pour les EM? Euh, les parties appliquées, donc qu'est-ce que vous entendez par les parties appliquées? Donc, c'est les parties qui sont évaluées, c'est ça? Alors, si c'est les parties qui sont à évaluer, ça, vous le décrivez dans votre protocole de test. Vous dites, voilà, bon, on évalue. Bon, vous définissez à la fois les parties que vous évaluez ou alors les parties, les informations que vous voulez, enfin, vous voulez savoir si les pages en comprennent. Donc, si c'est ça, la réponse, c'est oui. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? On voit qu'il y a quelqu'un qui a levé la main là. Euh, Peut-être qu'il peut donner la parole. Ouais. Je sais pas si je peux autoriser le micro, peut-être. Hop. Bonjour. Alors, C'est Cédric, c'est ça? ouais. Donc, Cédric, Non, normalement, Cédric, bonjour. Je vous ai autorisé le micro. J'ai vu que vous aviez une question. N'hésitez pas à la poser oralement. oralement si vous le souhaitez ou tout simplement l'écrire.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors, je voulais savoir tout à l'heure, vous avez parlé des modifications substantielles, en fait, notamment dans les dispositifs médicaux. En général, et vous avez dit que quand c'est comme ça, il faut refaire le test, mais enfin, on est tous ici professionnels, on sait en général que c'est pas tout le temps faisable quand on voit les coûts. Et en général, ce qu'on fait, c'est faire ce qu'on appelle en fait des justifications. Jusqu'à Oui, quel niveau, en fait, on peut faire justement des justifications et en général, c'est ceux qui ont l'expérience. Hein, en général, j'en ai déjà eu Mhm. à le faire. Mais jusqu'à quel niveau, en fait, on peut justifier qu'on n'a pas besoin de refaire un test derrière, bien que la modification soit substantielle. Ok. Vous parlez pour les dispositifs médicaux? Oui, c'est ça. Ok. Alors, il y a pas de seuil prédéfini hein, dans la norme. Là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche de ce qui est décrit dans le chapitre 4.3 de la norme, donc qui est le cadrage de l'effort. Et ils vous disent qu'en fait, vous devez moduler l'effort en fonction de la gravité du risque associé et de Mhm, l'importance de la modification. Donc, alors une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, hein. Après, ça reste personnel, mais l'idée, c'est de vous dire que déjà, l'idée, c'est de au moins tracer les modifications que vous faites et de les mhm, noter dans le dossier d'aptitude à l'utilisation. mhm. Et si, en gros, si la modification n'est pas liée à un risque important, bon, déjà, ça c'est facile, hein, ça sort du risque, hein, ça sort du process où vous ne l'avez pas allé à faire une sommative. Après, l'idée, c'est de se dire que si vous faites des modifications importantes et ou que ces modifications sont associées à un risque important, alors du coup, le curseur, il est subjectif, hein, bah, l'idée, c'est de refaire une sommative. Alors D'accord, après, quand on dit sommative, c'est vrai, souvent on fait un peu le lien sommative égale test utilisateur. Et en fait, c'est pas aussi vrai que ça. Si d'accord. vous regardez le guide d'application, donc la 62-306-2, alors de Mhm, mémoire, je pense que c'est le tableau E1, vous avez toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour la sommative. Et donc, c'est-à-dire d'accord, que si vous estimez, après, c'est des justifications, votre auditeur sera sensible ou pas à votre justification, hein. Mais si vous estimez que vous avez fait des modifications, on va dire d'importance moyenne, bah, vous pouvez prendre une méthode un peu moins coûteuse qu'un test utilisateur. Donc, ça peut être notamment un advisory panel review ou des entretiens ou même un audit expert hein, qui sont éligibles. Mais l'idée, c'est au moins de faire une sommative, quitte à mettre en place une méthode plus légère que les tests. Voilà, c'est d'accord. vraiment ce que je vous recommande en fait. Ok. Et donc, en général, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est enfin, on se base beaucoup sur l'analyse de risque parce qu'effectivement, quand il y a une modification, on regarde si l'analyse de risque, en fait, le risque est élevé ou pas. Et c'est à partir de ça aussi qu'on vient apporter des justificatifs, en fait. Oui. Donc, Après, l'idée, c'est que la seule façon vraiment efficace d'apporter la preuve que vos risques sont mis à maîtriser, bah, c'est les tests en fait. C'est pour ça que ça reste comme la méthode de base. Parce qu'en fait, si vous dites bah, le risque non considéré acceptable, bah, en fait, vous n'avez pas un profil représentatif de l'utilisateur lambda. Et en fait, mm, il n'y a que un panel, alors si c'est pour du grand public, hein, il n'y a qu'un panel de gens externes qui peuvent être de 18 à 90 ans, qui ne sont pas spécialistes du domaine. S'il n'y a que des tests auprès de ces personnes-là qui vont vous apporter vraiment la preuve que le produit peut être utilisé en toute sécurité. mais cela ne dépend pas aussi de la classe du dispositif parce que si c'est un dispositif de classe 1, le risque n'est pas aussi élevé qu'un dispositif de classe 3. C'est clair qu'un dispositif de classe 3, ce n'est pas la même chose. Alors après, dans l'application de la norme, il n'y a pas de distinction directe avec la classe 1, 2A, 2B, etc. Par contre, il y a comme si vous prenez le chapitre 5.5 de la 62-366, vous faites une sélection des risques par rapport à la gravité. Alors effectivement, si vous êtes dans un classe 1 qui a très peu de risques critiques ou aucun risque critique, là, du coup, vous le filtrez avec cette sélection, en fait. D'accord, très bien. Merci. Bah, merci beaucoup. On peut encore prendre le temps de quelques questions. Ouais, vas-y. Yanis qui demande si on respecte la taille de police de 9, 6 minimum, pas de majuscule, etc. Est-ce qu'on peut s'affranchir d'un test de lisibilité? Bah non.
En fait, parce que le test de lisibilité, finalement, la taille de la police, c'est qu'un des paramètres parmi plein d'autres. En fait, ce qui va être aussi regardé, c'est est-ce que les termes sont bien compris par les utilisateurs? Est-ce que la syntaxe de la phrase est facile à comprendre? Est-ce que le type de vocabulaire est compris par l'utilisateur, qu'il n'y a pas d'ambiguïté? Est-ce que ça l'aide à avoir un comportement correct? Bah, tout sera, vous êtes, bah, c'est un peu ce que je viens de dire juste avant, en fait. Il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Il faut faire des tests auprès d'un panel en fait, d'utilisateurs. Donc finalement, le fait d'avoir ces éléments-là, c'est plutôt une très bonne pratique. Ça va faire en sorte que vos notices, bah, vous avez plus de chances d'avoir des réussites lors de ces évaluations, mais ça ne vous dédouane pas de faire des évaluations. Parce que si je prends un exemple bête, hein, mais vous prenez une police neuve avec toutes les bonnes pratiques que je vous ai citées, mais si vous prenez un terme que personne ne comprend, bah, finalement, vous allez pas maîtriser les risques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions. Ah, je ne parlais pas de la compréhension, seulement du test de lisibilité. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de test de lisibilité, le test de lisibilité inclut la compréhension, en fait. Je peux retrouver notamment... parce que par le test de lisibilité, souvent, c'est ce qui est derrière ce guidelines-là. Euh, Donc, on a bien le verbe, le mot ici understood. Donc, on a bien l'aspect compréhension. Donc, ça, c'est vraiment important, hein. Donc, la compréhension est une partie de la lisibilité, voire même c'est probablement la partie la plus importante. Donc, vraiment, la partie lisibilité inclut la partie compréhension. Et là, quand vous parlez de la taille de police, c'est que la partie accessible, finalement. Ce que les gens arrivent à lire. Mais voilà, vous n'avez qu'une des réponses sur les deux, en fait. Il a précisé distance à la feuille dans un cas d'éclairage avec vision corrigée. Oui, alors après, effectivement, la vision, quand vous faites les tests, c'est toujours avec vision corrigée. D'ailleurs, il y avait une fois même une anecdote, hein, on a fait un test auprès d'un chirurgien et il ne savait pas qu'il devait lire une notice, hein, pendant le test, donc il est allé chercher ses lunettes et on a fait le test avec ses lunettes. Effectivement, c'est toujours avec vision corrigée. Alors, il demande d'avoir la parole. Ouais, bah, On peut ça peut être plus simple que par Ouais. chat. Hop. Voilà, bonjour Yanis. Normalement, je vous ai activé le micro. Donc là, on vous a donné l'autorisation, maintenant, il faut, Ouais. faut débloquer votre micro manuellement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, merci pour ce webinaire et cette présentation. Non, je parlais en fait d'une norme dont je n'ai plus la référence, qui parlait d'un test de lisibilité spécifique, où l'utilisateur doit se mettre à une distance de la feuille dans un cas d'éclairage en lumens qui est défini, avec une Mm. personne qui doit avoir une certaine... C'est vraiment pas... C'est pas un test qui est lié à la usability, c'est un test de lisibilité. Je sais plus quelle est cette norme, hélas, la référence, mais c'est vraiment un test de lisibilité à part dans une norme de packaging. Et qui définit juste Euh, l'utilisateur, je crois que c'est 3 utilisateurs minimum avec des personnes qui... Donc il n'y a pas la notion de compréhension, mais un peu comme chez l'opticien, est-ce que vous arrivez à oui, lire en oui, je fait comprends. uniquement? Bah, écoutez, bah, si vous trouvez cette norme, moi, ça m'intéresse de la voir. Là, je l'ai pas non plus en tête. Faudrait que je demande à Euh, ma collègue. ouais, mais alors c'est vrai que dans tout ce que je vous ai mis, alors que là, je vais me baser sur à la fois DM, SSCP et médicaments. Quand on parle de test de lisibilité, on parle toujours de compréhension. Donc déjà, assurez-vous qu'il n'y a pas cette notion. Il y a souvent une erreur, hein. Voire même, j'ai parfois des clients qui ont fait les statistiques Word parce qu'il y a une statistique de lisibilité. Sauf que ça Ah, reste d'un algorithme, en fait. Donc, euh, alors, je pense que si c'est juste, mais si la norme vous demande de valider le fait que ça soit lu à telle distance, c'est plus ou moins implicitement, il y a la notion de test auprès de l'utilisateur. Après, ce que vous parce qu'en pouvez fait, regarder, typiquement, on est dans le cas, nous, de nos notices où on est obligé de diminuer la taille finalement de la police. oui. Ce qui n'impacte évidemment que visuellement la capacité à lire l'élément, mais on a déjà une Mm. validation de notre notice qui est déjà compréhensible et lisible par des utilisateurs finaux. Donc ça a déjà une étude qui est faite Ouais. avec 15 utilisateurs, etc. Donc on veut juste savoir quel est le gap à faire sur la réduction de taille de notice, tout en restant évidemment dans le limite de 6 points. Est-ce que juste un test de lisibilité pure permet de combler ce gap? Voilà.
Après, tout est une question d'argumentaire. Si vous avez déjà validé la compréhension, effectivement, dans l'absolu, si vous suivez toutes les bonnes pratiques, ça peut s'argumenter. Après, en sachant qu'il y a aussi d'autres éléments qui peuvent jouer, donc c'est la mise en page. Une mise en page peut impacter aussi la lisibilité. Mais en tout cas, là, éventuellement, vous pouvez vous rapprocher de l'NCMI. Je ne sais pas si c'est une norme que vous connaissez, HE75. Non, je la connais pas du tout, celle-ci. Donc, c'est le guide d'application de la l'AFD, en fait. Et là, alors, je vous ai mis juste une puce, hein, et là, vous avez plusieurs pages. Ils vous disent, il y a tout un tas de tableaux qui vous présentent en fonction de la distance de lecture, la taille minimale en points, etc. Donc, si vous vous lancez dans cet argumentaire-là, je vous conseille d'aller voir cette norme-là. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non. Je pense qu'on est pas mal. Ok, bah parfait. Donc on est bien dans le timing. Écoutez, bah merci beaucoup. Donc vous retrouverez, bah, je vous Ouais, laisse. comme d'habitude, s'il y a des personnes qui ont rejoint le webinaire en cours, vous pourrez retrouver la rediffusion du webinaire sur notre chaîne YouTube et également revoir les anciens webinaires dont Nicolas avait parlé tout au long de celui-ci. Donc voilà, et on fera une petite publication également en LinkedIn, donc vous pourrez retrouver le webinaire. Voilà. Juste pour info, donc on va faire un petit teasing, hein. Ce qui est prévu au mois de janvier, c'est un webinaire sur l'intelligence artificielle et le lien entre l'intelligence artificielle et l'aptitude à l'utilisation, en tout cas les aspects facteurs humains. On n'a pas encore fixé de date, mais on devrait le faire très prochainement. Très bien, mais merci beaucoup à vous pour votre participation et vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end.